Abel, regarde, c'est pour toi. Tiens, attrape. Lucas. Ah ah. Salut tout le monde, pour la vidéo d'aujourd'hui je vous propose un sujet un petit peu différent. Jusqu'à présent cette chaîne me permettait de parler de la montagne, qui est une de mes passions. J'avais envie aujourd'hui d'en aborder une autre, le cinéma. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on mélange les deux? Eh ben, une longue histoire. Le cinéma et la montagne, ça ne date pas d'hier, en témoignent les premiers films-reportages qui datent du tout début du XXe siècle, puis l'arrivée des vrais films de montagne dès les années 20 grâce à des réalisateurs allemands tels que Arnold Frank ou Leni Riefenstahl. Ce que j'entends par vrai film de montagne, c'est une fiction et pas un documentaire dans lequel la montagne n'est plus simplement un décor, mais un élément clé de l'intrigue. Et dans ce genre de film, on a eu de tout. Du très bon au très mauvais, du très drôle au dramatique, du bourrin mais culte au ridicule mais hilarant, en passant par certains films que je n'ai pas encore eu le courage de visionner. Et du coup, pour commencer ce nouveau format de vidéo, j'ai décidé de vous parler d'un film qui est destiné à toute la famille, et qui est un hybride assez unique entre le documentaire et la fiction. Et qui en plus va me permettre de vous parler, encore une fois, d'oiseaux. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, il va falloir les assommer Ouais. et les tuer. Mais dites-moi, c'est Vigous, là, C'est aussi, hein. terrible. Terrible, hein. Elles avaient l'air de vouloir dormir. Hein. Alors, L'Aigle et l'Enfant, ou Brothers in the Wind dans sa version originale, est un film hispano-autrichien sorti en 2016 avec Tobias Moretti, le jeune Manuel Camacho et Jean Reno. Il est le fruit de la collaboration entre Ottmar Penker, un réalisateur autrichien de documentaires animaliers, et Gerardo Olivares, qui a notamment dirigé le film L'Enfant Loup, dans lequel il faisait déjà cohabiter acteurs et animaux, et notamment Manuel Camacho, avec qui il a l'habitude de tourner. Donc je résume rapidement, on a deux réalisateurs, un espagnol et un autrichien, qui font travailler trois acteurs, un français, un autre espagnol et un autre autrichien, et tout ce petit monde parle anglais. C'est un bordel. Mais pour une fois, je vous épargne la version originale pour une raison toute simple, c'est Jean Reno qui fait le narrateur du film. Et pour ceux qui auraient oublié, la voix de Jean Reno, c'est ça. Il vint au monde tel un prince. C'est ainsi que je le vis dès ses premiers instants. Un jour, chez le traiteur chinois, à côté, il y a eu, je ne sais pas, une fuite de gaz. Boum. Plus de traiteur chinois. Vous avez pas confiance parce que je suis une fille ou parce que vous me trouvez trop jeune? Les deux, ma petite demoiselle. Tu m'as oublié en oubliant qui tu étais. Regarde en toi, Sim. Le film se présente sous la forme d'un conte raconté par le garde forestier Danzer, incarné par Jean Reno. Il était une fois, là-haut dans le vent, un oiseau. L'histoire se passe dans une région non mentionnée, à une époque non précisée, et commence par la naissance d'un aigle royal qui sera le véritable héros du film. Seulement, l'aiglon n'est pas tout seul, il est précédé par un aîné plus costaud, et la vie s'annonce compliquée pour lui. C'est ainsi qu'à peine venus au monde, ils ne furent pas seulement frères, mais rivaux. Ces scènes permettent de présenter un phénomène naturel qui servira de thème tout au long du film, le caïnisme. Le caïnisme, c'est un comportement qu'on observe chez un grand nombre de rapaces lorsque les nouveau-nés viennent au monde. En gros, au lieu de grandir gentiment ensemble, le plus costaud des jeunes va prendre le dessus sur son frangin, s'approprier toute la nourriture ramenée par les parents et parfois carrément pousser l'autre hors du nid. Chez certaines espèces, il arrive même que l'aîné bouffe purement et simplement son cadet. Le caïnisme tire son nom du récit d'Abel et Caïn dans la Bible, donc pour ceux qui auraient séché le catéchisme, petit cours de rattrapage. Alors, il y a très longtemps, après que Dieu ait créé Adam et Ève, le premier et la première femme, les deux s'aiment très fort et ont deux enfants, Caïn et Abel. Abel, le cadet, devient un éleveur qui s'occupe de ses troupeaux. Ouais, autant dire que c'est pas facile avec le loup en ce moment. Alors que Caïn, l'aîné, devient un agriculteur qui cultive la terre. Alors là j'ai planté des courgettes, là il y a du quinoa et ça c'est des poireaux. Les deux frères font des offrandes à Dieu, mais celui-ci qui est plus branché bidoche que fruits et légumes n'a Dieu que pour les présents d'Abel. Bah merci mon petit. Caïn est super jaloux, il propose à son petit frère d'aller faire un tour dans le champ, se jette sur lui et commet le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Bref, après avoir été poussé hors du nid par son frère, l'aiglon est recueilli par Lucas, un jeune garçon qui passe son temps en montagne et qui a cessé de parler à quiconque après un sombre événement. Il vit d'ailleurs une relation difficile avec son père, un homme rude et brisé du nom de Keller qui ne porte pas vraiment les aigles dans son cœur. Raté. Lucas
Lucas emmène l'aiglon dans un vieux chalet en ruine qui lui sert de cachette et prend soin de l'oiseau, pique de la nourriture pour pouvoir le nourrir et tente de lui apprendre à se débrouiller seul. Le garde forestier découvre les deux compères et apporte son expertise à Lucas pour l'aider à élever son oiseau. La saucisse, c'est pas bon du tout pour lui. Regarde, j'ai là quelque chose. Du foie de canard. Et ça, c'est bon pour lui. L'aigle grandit, après avoir découvert l'histoire dans une Bible, Lucas nomme l'oiseau Abel, il commence à lui apprendre à voler et le film en profite pour faire un parallèle avec le grand frère, logiquement surnommé Caïn, qui grandit normalement sous la protection de sa mère. Chez l'aigle royal, les jeunes commencent à voler aux alentours de 2 mois et demi, et pour les pousser à sortir du nid, les parents ont une technique simple mais imparable, ils arrêtent de leur donner à manger. L'aiglon n'a du coup pas d'autre choix que de se lancer, attiré par la nourriture qui l'attend au sol. Pendant ce temps, Lucas tente de faire la même chose avec Abel, et après quelques essais peu concluants, Il faut que tu battes des ailes plus vite. Abel finit par s'envoler et par la même occasion va pouvoir commencer à apprendre à chasser. Et c'est là qu'on a le droit à une scène complètement dingue, une séquence qui avait fait le tour d'internet il y a quelques années et qui est très vite devenue beaucoup plus célèbre que le film dont elle est tirée. Je veux bien sûr parler de l'attaque sur un chamois. Cette scène hallucinante a été filmée par l'équipe d'Otmar Penker sur le terrain grâce à un coup de bol assez incroyable et a forcément soulevé pas mal d'interrogations sur internet quant à son authenticité. Alors, même si le montage final est clairement une mise en scène, je ne doute pas personnellement que cette scène soit authentique et filmée sans trucage ni aigle apprivoisé, pour la simple et bonne raison que ce comportement a déjà souvent été observé chez des jeunes aigles affamés. Il faut bien comprendre que chez les aigles, comme chez tous les prédateurs, la chasse est rarement couronnée de succès, particulièrement chez les jeunes qui sont encore en apprentissage. On trouve même des stats pour ces derniers qui leur donneraient moins de 10% de chances de réussite lors de leurs attaques. Donc au bout d'un moment, quand vous avez raté toutes les marmottes du coin et que vous avez rien becté depuis une semaine, on peut comprendre que certains individus s'attaquent à des proies bien trop grosses pour eux. Ensuite, pour ce qui est de la mise en scène, oui, les premiers plans sont clairement ceux d'un aigle apprivoisé. Ça c'en est un, ça aussi, et surtout celui-là où l'aigle fonce tout simplement vers le gant du fauconnier qui l'attend à côté du caméraman. Sauf que entre ce plan et ce plan, ce n'est pas le même aigle, il suffit de regarder le plumage. Pour l'aigle royal, comme pour la majorité des oiseaux, on peut définir son âge par rapport à son plumage. Par exemple, ceci est un aigle royal juvénile, c'est-à-dire moins de 2 ans. Ceci est un aigle royal adulte, plus de 6 ans. Le réalisateur Otmar Penker avait dit à propos de cette scène, pour un caméraman de documentaire animalier, filmer une telle séquence est équivalent à gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Donc avec cette pépite dans les mains, il est évident que le réalisateur allait l'intégrer à la narration du film, et pour ça, il est revenu tourner un autre jour avec un aigle apprivoisé, une séquence d'envol et de piqué pour compléter le tout. La séquence de l'attaque n'est pas moins authentique parce qu'on l'a greffée dans un montage. Un petit exemple pour illustrer mon propos, il y a quelques mois pour l'épisode des marmottes, j'avais eu la chance d'apercevoir un renard à proximité des terriers. Donc je filme l'animal et ensuite je me suis empressé de tourner une autre scène où je parle face caméra et je regarde dans la longue vue et le montage a fait le reste. Habile.
Bref, retour au film, Abel finit par retourner vers Lucas et Danzer et ces derniers vont s'empresser de l'entraîner à la chasse grâce à un piège confectionné par le garde forestier. L'aigle se débrouille de mieux en mieux, mais l'hiver approche et Danzer convainc Lucas qu'il doit impérativement laisser Abel s'en aller s'il veut que l'aigle conserve ses instincts sauvages. Afin qu'il ne se retrouve pas en compétition sur le même territoire que son grand frère Cain, ils emmènent Abel sur une montagne lointaine avant de le laisser s'envoler vers sa nouvelle vie. Et non, c'est pas la fin du film, il reste encore un bon tiers, mais j'ai décidé de pas vous raconter l'intégralité du long métrage, et on va parler simplement du film en lui-même. La première fois que j'en ai entendu parler, l'histoire m'a paru très banale et carrément cliché. Mais j'étais tout de même très intéressé de voir un film de fiction dans lequel l'Aigle Royal était le personnage principal. Bon, mettons tout de suite les choses au clair, l'histoire ne casse pas trois pattes à un canard, tout est très prévisible, les acteurs font tous un travail remarquable, mais les personnages sont à peine esquissés, donc on finit le film sans trop s'y intéresser. Donc clairement, ne regardez pas le film pour l'histoire en elle-même, vous risquez d'être un peu déçu. Mais un détail m'a permis de passer outre ces petits défauts, c'est que le film se présente dès le début comme un conte. Et ça fait une petite différence. Parce que dans un conte, on se fiche un peu de savoir où et quand se passe l'intrigue. On pourrait même ne pas donner de nom au personnage et se contenter de dire l'enfant, le père et le garde forestier. Et puis surtout, il est clairement annoncé que le personnage principal de ce conte, c'est l'Aigle Royal. Il paraît donc plus acceptable que les autres personnages passent un peu en second plan. Mais le point fort du film, ce sont clairement les images de la faune sauvage filmées par Ottmar Penker et son équipe. Le tournage a duré quand même 4 ans, en grande partie dans la région du Tyrol, entre l'Autriche et l'Italie, le temps de récolter un maximum d'images, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce film comporte des plans complètement dingues. Pendant tout le film, il y a ce savant mélange entre des plans authentiques qui ont été filmés en pleine nature et des images d'aigles apprivoisés. Pour le tournage, l'équipe du film a travaillé avec les fauconniers du château de Landskron en Autriche, notamment pour tous les plans dans lesquels les aigles cohabitent avec les acteurs. Et là-dessus aussi, les équipes ont fait un travail franchement remarquable. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase, célèbre dans le monde du cinéma, « Ne travaillez jamais avec des animaux ou des enfants ». Bah oui, parce que c'est bien beau d'avoir des aigles apprivoisés, mais les oiseaux ça ne lit pas le script et ça écoute encore moins les consignes du réalisateur. Et par un joli travail de mise en scène, et puis probablement un paquet de patience, certaines scènes arrivent à nous transmettre de réelles émotions de la part des aigles. Par exemple au début du film, lorsque l'un des aigles se tue dans un combat pour protéger son territoire, elle sait qu'il ne reviendra pas. Que vont-ils devenir sans leur père ? Et sérieusement, vous le sentez là, le désespoir et le chagrin dans ses yeux. Et s'il fallait retenir un seul point de ce film, c'est surtout la rigueur de son aspect documentaire. Habituellement, les fictions qui mélangent humains et animaux n'ont pas trop de scrupules à sombrer dans l'idée reçue pour le bien de la narration et des codes habituels du cinéma. Et ce n'est pas le cas ici, le film est avant tout celui de Ottmar Penker, le documentariste, donc l'histoire reste jolie mais sans sombrer dans les poncifs habituels. Du coup ça permet aussi de casser quelques petites idées reçues assez communes concernant l'Aigle Royal. Non mais on va pas le faire à chaque épisode quand même. Par exemple, lorsqu'on parle d'un nid d'aigle, on a tous ce genre d'image en tête. Le truc posé au sommet de la montagne, ou en tout cas très haut en altitude. Alors c'est pas entièrement faux, le nid est construit dans une zone assez inaccessible, dans un recoin de falaise ou au sommet d'un arbre, mais vous ne le trouverez jamais à des altitudes extrêmes, il se trouvera plutôt dans le fond de vallée, ou en tout cas plus bas que la zone où l'aigle a l'habitude de chasser. Bah oui, parce que quand vous avez une marmotte de 6 kg dans les pattes et que vous avez un aiglon à nourrir au nid, bah c'est plus facile de planer avec la proie dans les serres, plutôt que de remonter jusqu'au sommet de la montagne. Un autre cliché dans lequel je suis très reconnaissant au film d'avoir su ne pas tomber, c'est le fameux cri de l'aigle. Quand on pense au cri d'un rapace, généralement on a tous plus ou moins ce son-là en tête.
un son qui a été principalement relayé par le cinéma et la culture populaire, eh bien sachez qu'aucun aigle n'a jamais émis un tel son. Ce son est celui d'une buse, plus exactement la buse à queue rousse d'Amérique du Nord. Seulement, c'est devenu un effet sonore surutilisé dans le monde du cinéma qui s'est bien incrusté dans nos têtes, et du coup, on le met à toutes les sauces. N'importe quel rapace vole dans le ciel, un plan aérien dans les montagnes, même dans la toute première bande-annonce du film L'Aigle et l'Enfant, ils avaient réussi à en caser un pour remplacer le cri de l'aigle. Donc ça... c'est le son qu'un aigle royal émet. On dit qu'il glatit ou qu'il trompette. Alors c'est sûr, c'est moins viril, on dirait plus un mélange entre une mouette et un poulet, mais au moins le film a le mérite de ne pas nous prendre pour des buses et de nous mettre le vrai son des aigles. Vous allez me dire que ce n'est qu'un détail, mais ça fait la différence entre un film qui cède aux clichés et aux lieux communs, et un film qui a pour vocation d'en apprendre plus sur ce majestueux rapace. On peut lui reprocher évidemment d'avoir une histoire un peu trop cliché, un peu trop mièvre, mais le film a le mérite de traiter son sujet avec respect et de le rendre intéressant et compréhensible même pour les plus jeunes. Mais j'imagine que c'est tout ce qui compte. Voilà pour cette petite revue du film L'Aigle et l'Enfant. J'espère que ce nouveau genre de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et à me dire dans les commentaires d'autres films de montagne dont vous aimeriez que je parle. En attendant la prochaine balade, ouvrez les yeux et les oreilles, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.